Tadelt Oufella. C'est vers 1882 ou 84 que fut fondé l'orphelinat de Tadelt Oufella, qui doit son nom au village voisin. À cette même époque furent ouvertes les premières écoles de Grande Kabylie, celle de Beniani, confiée à M. Verdi, celle de Tamazirt, à M. Gord, celle de Tizi Rached, à M. Maille. M. et Mme Malaval prirent la direction de celle de Fort-National. L'administrateur Sabatier voulut fonder une école de filles et en nommer directrice Mme Malaval qui accepta. Il convoqua ses caïds, ses cavaliers et ses gardes champêtres en leur demandant de parcourir les douars à la recherche de petites filles qu'il rassemblerait. Les caïds, les cavaliers se mirent en campagne ainsi que les gardes champêtres qui donnèrent l'exemple en emmenant leurs propres filles. Il y en eut de tout âge, de petites jeunes filles et presque des bébés. Bientôt le local de Fort ne fut plus assez grand. C'est alors que la commune fit construire l'école de Tadelt Oufella. Sur la route de Mekla, à 2 kilomètres de Fort-National, il y avait un tournant. Au-dessus de ce tournant, un terrain en forme de cuvette entouré de collines et limité à droite et à gauche par des ruisseaux. Au sud, par la route et au nord, par une colline surmontée d'une maison en ruine. À 1 kilomètre plus haut environ était perché le village kabyle. En 1890 environ, encore, on pouvait voir, au bord de la route, un écriteau portant en lettres de ronde « Orphelinat de Tadelt Oufella, défense d'entrée sans autorisation ». Depuis, le poteau qui soutenait la pancarte est tombé et n'a plus été relevé. Quand je suis arrivé, j'étais encore bien jeune, et je me souviens peu des premières années de mon séjour à l'école. Je fus très impressionné quand on m'emmena devant la directrice. Ma mère était d'abord passée chez l'administrateur pour me confier à lui. Ce n'était plus M. Sabatier qui venait d'être élu député, mais M. Demonck. La commune faisait toujours les frais de l'école. Je vis une grande femme habillée de noir, elle paraissait mortellement triste. Elle avait perdu récemment d'une typhoïde son fils unique. Son mari était mort quelque temps avant. Originaires de l'Aveyron, ils avaient été ruinés par le foulilaxia. Depuis la mort de son mari et de son fils, Madame Malaval avait reporté tout son dévouement et son activité sur son école. Je me souviens d'une immense pièce avec un toit en charpente et des poutres apparentes, comme dans les écuries. Sur les 3 côtés, de haut en larges fenêtres. Au 4e côté étaient adossés les appartements de la directrice. Cette pièce contenait 3 rangées de lits, faits de 3 planches sur des tréteaux. 2 couvertures grises servaient pour dormir, pas de coussin, pas non plus de drap. Quand j'arrivai, le dortoir était plein. Il y avait de très grandes filles qui étaient chargées de prendre soin des plus jeunes. Jusqu'en 1888, mes souvenirs sont vagues. En octobre de cette même année, je dus aller dans la classe des grandes. Nous étions 4 petites, Alice, Inès, Blanche et moi, Marguerite. On nous avait donné des prénoms français, car il y avait trop de Fatma, de Tassaadit ou de Derwiya. Auparavant, j'avais été dans la classe de mademoiselle Soulet, qui nous avait appris de si jolies chansons telles que le Bengali et la Dame Tartine. Depuis le départ de M. Sabatier, les caïds et gardes champêtres ne faisaient plus de propagande. Les grandes, trop grandes, partirent chez elles pour se marier. Et elles ne furent pas remplacées. Bientôt le dortoir devint trop grand.
Il fallut le partager en 2 parties, dont l'une servit de réfectoire et de salle d'études. En effet, on avait dû fermer les classes qui, lorsque l'école était au complet, avaient été construites sur la colline. Ce n'était d'ailleurs pas commode, quand il faisait froid, de monter les sentiers abrupts pour aller manger et travailler. De toutes les filles qui sont passées par l'école, je ne dirai rien. Je n'ai pas grand-chose à en dire. J'ai vécu pendant des années parmi elles sans en aimer ni détester aucune. Nous allions en classe, nous mangions, nous dormions. Quant à la nourriture, elle était celle de tous les pensionnats pauvres. Café noir le matin avec un bout de pain, à midi lentilles mêlées de pierres, haricots, riz ou pois cassés, très peu de légumes verts, sauf de la salade sauvage que nous allions cueillir dans les champs lors de notre promenade. Plus tard cependant, je devais me souvenir des soirées d'hiver au coin du feu, dans la demi-obscurité, et des grandes filles qui savaient des contes merveilleux. Nous pressions autour des conteuses, après la soupe, jusqu'à ce que la maîtresse vînt nous envoyer au lit. Il y avait aussi les rondes effrénées pour nous réchauffer en chantant auprès de ma blonde, où c'était Anne de Bretagne avec ses sabots, et les promenades quand nous étions sages. Après le déjeuner, s'il faisait beau, nous allions tous les jours au Tournon Rouge, jusque l'heure où nous rentrions en classe. Le Tournon Rouge se trouve sur la route de Mecla. Le talus dominant la route était tout rouge. Je ne sais si c'était le rocher qui avait cette couleur. Certaines d'entre nous allaient vers le bas de la route, les autres grimpaient à 4 ou 5 mètres au-dessus pour atteindre un terrain tourmenté, couvert de roches éboulées, entre lesquelles poussaient des cyclamènes magnifiques. D'autres fois, nous prenions la route qui mène au Fort National. J'ai gardé un souvenir lumineux de ces promenades. Les soirs de printemps ou d'été, je reverrai toujours les arbres couverts d'églantines et de clémentines dont nous faisions des guirlandes et les chèvrefeuilles odorants, les tapis de marguerites jaunes et blanches et les bleuets et les boutons d'or. Je n'ai jamais vu depuis autant de fleurs ni pareil paysage. Les autres grandes promenades que nous faisions les dimanches ou les jeudis, c'était sur la route du Durdura. Nous allions parfois jusqu'à la fontaine ferrugineuse, nous emportions notre goûter, un bout de pain sec, et nous partions. D'autres fois, nous allions aux Arts et Métiers, un grand établissement que les Kabyles avaient brûlé en 1871, et dont il ne restait que les caves et quelques pans de murs calcinés. À l'aller, nous traversions le village et la ville de Fort National. En retour, nous contournions les remparts et débouchions dans le jardin militaire. Les châtaigniers formaient une voûte sur le chemin, et il nous arrivait de ramasser une châtaigne dans sa coque, comme un oursin. Mais ce dont j'ai gardé le meilleur souvenir, c'est le ruisseau, mon ruisseau, car pendant 10 ans, du mois d'octobre, rentrée des classes à juillet, mois des vacances, je n'ai pas passé un jour sans aller une et même plusieurs fois dans la journée à mon ruisseau. C'était mon refuge. Ce ruisseau bordait la propriété à main droite, sur une distance d'1 millier de mètres environ, et sa source affleurait un peu plus haut dans le rocher. L'été, il était paisible et un léger filet d'eau coulait doucement entre ses rives, sage de notre côté, un peu escarpé de l'autre. Il fallait grimper pour se rendre au champ de Fatima de Habbo, notre voisine. C'est là que j'allais ramasser des cerises sauvages, des figues, des épis et tout ce qui pouvait se manger, pour mon goûter en particulier. Bibras, l'oignon sauvage. Sur les bords de ce ruisseau avaient poussé des peupliers très hauts, couverts de treilles
dont les grappes de raisin dorés pendaient au-dessus de l'eau. Ces grappes ne mûrissaient qu'en novembre. Le jour où, pendant que j'étais en classe, les propriétaires venaient faire la cueillette, ils laissaient tomber quelques grains blonds et juteux dans le ruisseau transparent. Et quand je sortais de la classe à 4 heures, je les ramassais et je les mangeais avec délice. L'hiver, le ruisseau devenait torrent, et la nuit, quand il pleuvait, on l'entendait mugir. L'eau, en s'engouffrant, avait creusé une baignoire naturelle qu'elle remplissait et en la couvrant d'écume au-dessus de la cascade. Mon ruisseau, que de resquis j'ai passé près de toi, que de violettes j'ai cueillies, que de boutons d'or, sans oublier les prunes de Fatima de Hammou, que je mettais dans le foin pour qu'elles finissent de mûrir. Une allée sablée menait de la route à l'école. De chaque côté se trouvaient des champs de figuiers, dont la limite était le ruisseau. D'une part et de l'autre, la piste qui montait au village, à mi-chemin entre Tedd El Toufla et l'école. Il y avait aussi l'école des garçons, en contrebas, coulait un ruisselet à l'ombre de quelques chênes. C'est de là que je revenais, mes poches pleines de glands. Plus loin encore, on rencontrait un fouillis de broussailles, ronciers et aubépines, genêts et fougères. À l'automne, les ronciers se couvraient de mûres, mais le plus beau, c'étaient les aubépines, avec leurs fleurs blanches au printemps, et à l'automne leurs baies rouges, que nous appelions zarour. De l'autre côté du ruisseau, plus haut que la cascade, il y avait la maison de Mohandahili, notre domestique à l'époque, où j'arrivais. Un champ en pente, près de la rive, une plantation de roseaux et la source merveilleuse, tiède, l'hiver, glacée l'été. Quand l'eau de l'école était chaude l'été, nous allions remplir des bouteilles à la source de Mohandahili. J'ai vécu ainsi pendant 10 ans, plus souvent dehors que dedans, sauf quand j'y étais forcé, aux heures de classe et les jours de pluie. L'hiver, il faisait très froid, et il neigeait souvent, des semaines entières. La neige était si haute que le serviteur ne pouvait aller aux provisions, surtout pour le pain qu'à l'ordinaire il rapportait tous les matins. Nous mangions donc du pain de 8 jours, car il fallait se frayer un chemin à coups de pelle sur la route. J'ai gardé aussi le souvenir de la neige tombant en toison, comme on dit en kabyle, des cierges énormes qui se détachaient des tuiles et s'enfonçaient dans ces toisons avec un bruit mat. Dès que la neige avait cessé de tomber, nous sortions, et c'est à qui courait le plus vite dans cette blancheur. Nous jouions à faire des statues et des boules de neige. En classe, le feu renflait dans le poêle plus exactement. Il y avait dessus une casserole où fondait de la glace. Alors c'était à qui arriverait la première pour se mettre bien à côté du feu. Et puis Hardy avait les meilleures places. Il y avait une élève du nom de Yamina et qu'on appelait Germaine. Elle était forte et audacieuse. Quand une place lui plaisait, elle s'en emparait, elle prenait l'enfant qui l'occupait et le déposait par terre. Le plus dur, c'était les nuits. Il faisait froid. Et il n'y avait pas de récipient où les pensionnaires puissent faire pipi. Aussi plusieurs des petites mouillaient-elles leur lit, et j'étais parmi elles. Je revis la terreur qui me saisissait quand les grandes me prenaient l'une par les pieds et l'autre par les mains pour me doucher sous le robinet d'eau glacée. Dehors, car les lavoirs étaient à l'extérieur. Nous restions ainsi quelques minutes qui nous paraissaient des années. On nous essuyait ensuite vigoureusement. Je ne sais qui avait indiqué ce remède, mais il fit merveille. Et jamais plus je ne fis pipi au lit. Quand je suis arrivé à l'école, les garçons étaient dirigés par un monsieur et sa sœur. Le jour, ils faisaient l'école, et la nuit, ils montaient à la vieille maison de la colline pour y dormir et y préparer leur repas. Ils venaient parfois nous rendre visite, mais un jour,
Le monsieur vomit du sang. Lui et sa sœur partirent et ne revinrent plus. Longtemps, l'école de Tête d'El-Toufla fut montrée en exemple. C'est ainsi que nous reçûmes successivement la visite de certains membres du gouvernement, messieurs Burdeau, Fonsin, Bourgeois, Combes et Jules Ferry. Souvent aussi, des touristes venaient par pure curiosité, comme le grand-duc Georges de Russie. Quand j'étais petite, je n'avais peur de rien, mais c'était toujours moi qui répondais quand il fallait répondre. Aussi, lorsqu'il y avait quelque chose à demander à une maîtresse ou à la directrice, ne refusais-je pas de le faire. Ma mère ne manquait pas de venir, moins souvent toutefois qu'aux Ouadias, car nous étions plus éloignés l'une de l'autre. Mais dès que mes frères furent assez grands, à chaque fête, ils m'apportaient ma part de bonnes choses. Durant quelques années, jusqu'en 1890, je ne revins pas au village, les congés étant trop courts, et mes frères trop jeunes pour venir me chercher. C'est pourquoi j'allais pour l'Aïd chez l'une et l'autre de mes compagnes, dont les parents n'habitaient pas loin. En Kabylie, l'hospitalité est large, et si pauvre que l'on soit, on ne refuse jamais un morceau de galette ou un plat de couscous à un enfant. C'est ainsi que je fus reçu à Thela Amara chez Tajanaf, à Jama Nsarij chez Valentine et à Heli chez Saadia. La suite demain. Vous pouvez vous abonner.